Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Aujourd'hui, nouveau mercredi, mais cette fois, c'est toi Oui, qui on va choisit. pas se faire tataner par Bruce Lee et avant de se faire J'espère. harakiriser par les 7 samouraïs, on va aller dans un film franchouillard, une bonne comédie bien comme on les aime, avec d'ailleurs une suite potentielle qui devrait sortir si ce fiche microbe nous fout pas trop une merde dans le calendrier. Excellent. Eh bien, je t'en prie, mets un petit peu de sucre. Je mets du sucre pendant que... Je tape le numéro de visa d'exploitation du dit film. Très bien. Et on y c'est va. parti. Oh, mais quel accueil! C'est OSS là-bas. Comment est votre blanquette? Ma blanquette est bonne, donc vous pouvez arrêter de nous viser avec votre pistolet, je pense. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben dis donc, c'est une grosse fête en tout cas ici. Oh la vache! Regarde. Qui ça? Bruce Lee? Qui sont ces gens? Des envoyés de Bruce Lee a priori. Ah, enfin. On est perdu. Ils sont perdus. Nous sommes des Spartiates! Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Merci de nous avoir sauvés, OSS. De l'avenir, vous devriez vous méfier de Monsieur Lee. Mais pourquoi il nous veut tant de mal, Bruce Lee? Ouais, mais ça dure depuis la dernière émission, ces histoires. Déjà qu'on devait se méfier des sosies de Bruce Lee, alors... Et des Chinois en général, d'ailleurs. Ah non, vous n'avez pas le droit de dire ça, hein, OSS. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Mais c'est pas drôle. Un peu de tenue et de respect, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Ah, autant pour moi. Je préfère ça. Ah, je C'est comprends. pas présenté d'ailleurs. Cédric et Thibaut de Popcorn Impact. Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau? Ce sont nos vrais noms. Mais y a rien de drôle. Mais ça sert à quoi? Ça c'est notre popcorn géant. Qui sent bon le sucre. Et qui nous transporte dans les films. Ça ne sert à rien. Mais si, ça sert pour notre podcast. C'est donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. Oui, voilà. Et cette fois, on tombe sur vous, agent double 17. En réalité, on dit 117. Si vous voulez. Vous allez rester là? Je ne crois pas, non. Bah pourquoi? Pas envie. Ah ouais, c'est une bonne raison. Restez quand même un petit peu. L'émission sera courte. Est-ce que ça vous va? Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Cool. Je peux commencer à parler du film alors. J'écoute. Ok, alors je vais commencer alors. Quel dommage. OSS 117 Rio ne répond plus, sorti le 15 avril 2009. Le 15 avril 2009. Habile. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Louise Monod, Alex Lutz, un film français. Alors mais de quoi ça parle 12 ans après le Caire. OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde, lancée sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'État français. Le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Ah, d'accord. Plage ensoleillée à Rio, aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ Rédempteur. C'est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Batte pour vous servir. Aussi appelé double 17. Oh mon Dieu, c'est affligeant. Ça va. OSS 117 Rio ne répond plus. Qui fait donc suite à OSS 117 Le Caire Nid d'Espion, sorti quelques années plus tôt, et qui est une sorte de reboot cinématographique de la saga OSS 117, qui est à la base, le savais-tu, une série de romans d'espionnage créée en août 1949 par l'écrivain français Jean Bruce. Ah oui. Et quand ce dernier mourut, c'est sa épouse Josette Bruce qui reprit le flambeau avant que ce ne soient ses enfants François et Martine Bruce qui finissent le travail. Donc OSS 117, c'est une histoire de famille, famille Bruce. C'est un peu notre James Bond français. Et ben justement, tu pensais pas si bien dire. Très productif, notre Jean Bruce national, qui a eu plus de 1001 vies dans sa vie, justement, dont employé de mairie, acteur, impresario, agent d'un réseau de renseignement, inspecteur de la sûreté, mais aussi joaillier, voire secrétaire de Maharaja. Tout ça. Mais oui, il commence sa carrière d'écrivain par l'écriture de 25 romans érotiques, sous divers noms d'emprunt, comme Jean-Alexandre, Joyce Lindsay ou encore Jean-Martin Rouen, avant de se lancer avec l'argent récolté dans un tour du monde qu'il fait en un peu plus de 80 jours, référence à Jules Verne. C'est l'argent de la France. Et en revenant à son tour du monde, il se décide de décrire une saga d'espionnage avec un agent secret, OSS 117, et il écrira de son vivant pas moins, tiens-toi bien,
de 88 romans. Quel épatant. C'est gigantesque. 88 romans. Depuis Tu parles d'une ingénue, qui sera renommée plus tard ici OSS 117 en 1949, jusqu'à OSS 117 à Mexico en 1963. Très productif. Mais exactement. Alors, la série de romans met en scène les aventures, attention parce que là, c'est différent du film, des agents secrets Hubert Bonisseur de la BAT, dit OSS 117, qui est un espion américain qui travaille tout d'abord donc pour l'OSS, qui est l'Office of Strategic Service, avant de travailler pour la CIA, qui est le nouveau nom de l'OSS, puisque ça a été remplacé dans les années 40, après-guerre. La consonance française du nom du héros vient de ses origines françaises. Dans le livre, on nous explique que ses ancêtres ont fui la France après la Révolution de 1789 pour s'établir en Louisiane. Malheureusement, Jean Bruce, donc l'auteur, décède dans un accident de voiture en 1963 à seulement 42 ans. Ah, mais il est méga jeune en plus. Il est super jeune pour avoir fait 88 romans et 25 romans érotiques juste avant. Ils avaient écrit à quel âge les romans érotiques à 15 ans? C'est rigolo. Il laisse donc derrière lui cet énorme héritage des OSS 117 qui s'était déjà vendu à sa mort à plus de 24 millions d'exemplaires. Josette Bruce, du coup, comme on l'a dit, elle a repris le flambeau, mais elle sait pourquoi, parce que 24 millions d'exemplaires vendus, elle, c'est parti 3 ans après la mort de son défunt mari. Elle se met à l'écriture. On ne devrait jamais faire confiance à une femme d'ailleurs. Ah non mais ça suffit, vos remarques d'un ancien amant, de la... J'aurais dû m'en douter. Quoi? Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Mais quoi? Je suis pas petit, vous vous trompez sur tout. Je me trompe. Oui, vous vous trompez. C'est exactement ce que je pense. Bon allez, reprends Thibaut. Elle s'est mis quand à l'écriture, cette madame? Elle commence en 1966 avec OSS 117 dans Les Anges de Los Angeles. Elle finit sa carrière d'écrivain en 1985 avec Anathème à Athènes pour OSS 117. Et tiens-toi bien, si son mari avait écrit 88 romans, elle en a écrit 143. Ah bon, mais il y a autant de romans d'OSS 117. C'est pas fini. C'est pas fini, puisque donc, quand Josette Bruce arrête l'écriture, c'est François et Martine Bruce qui écrivent à eux seuls 24 romans en 5 ans, de OSS 117 est mort en 87 à OSS 117 prend le large en 1992. Si bien qu'entre 1949 et 1992, c'est 255 romans OSS 117 qui sont parus, soit une moyenne de 6 romans par an pendant 43 ans. Traduit en 17 langues, édité dans 21 pays, au total, c'est plus de 75 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ah oui, mais c'est gigantesque. Oh, il se passe quoi là, Cédric? Vite, on se cache. Aide-nous, Hubert. Procédure habituelle? Oui, procédure habituelle. Dans ce cas. Oh, vous êtes super efficace. Ah ben voilà, merci de le reconnaître. Bon, on était à l'abri, je peux continuer? Oui. OSS 117 est donc souvent considéré comme une saga de romans de gare, simpliste et à l'écriture très peu développée. Mais ce manque de profondeur s'explique par le fait que les différents auteurs devaient livrer, on a dit, jusqu'à 6 romans par an. Donc il faut savoir aussi que cette caractéristique est loin d'être niée par les auteurs, comme par exemple Josette Bruce, qui déclare à Frédéric Dard, l'auteur de Sant'Antonio, « Vous êtes un écrivain, mon mari, lui, n'est qu'un fabricant. » Donc c'était dans cette logique de productivité, du staccanovisme de l'écriture. Et on compare également souvent OSS 117 à James Bond. Oui. Mais précision historique. Le premier James Bond, Casino Royale, a été écrit par Ian Fleming en 1952, soit 3 ans après le premier OSS 117 de Jean Bruce. Il en avait alors, Jean Bruce, déjà publié 14 aventures d'Hubert Bonisseur de la BAT. Mais non. Et ce qui est valable en littérature l'est également pour le cinéma, Cédric. Car c'est dès 1957, avec OSS 117 n'est pas mort, que OSS fait ses premiers pas sur le grand écran, soit 5 ans avant James Bond. Et ça, c'est cocorico. Ah oui, ouais, mais pourquoi on le sait pas? Mais ça, écoute, est-ce que Merci tu savais de nous dire cette 250 romans Non. et le nombre de films, tu vas voir, c'est hallucinant. Je l'apprends grâce à Popcorn Impact. Vous avez raison. Parce que du coup, dès 1957, c'est l'acteur suisse Ivan Desny qui sera le premier à incarner Hubert Bonisseur de la BAT. Et suite au relatif succès de ce premier film, c'est carrément André Hunebelle
qui dès 1963 prend la relève cinématographique. Car c'est Jean Marais qui a apporté à André Hunebelle les romans d'OSS 117 et qui voulait qu'Hunebelle réalise avec lui en rôle principal OSS 117. C'est-à-dire Jean Marais se voyait comme Hubert, bonisseur de la batte. À votre service. Mais finalement, Hunebelle préférera diriger Jean Marais dans une autre de ses franchises très populaires, Fantomas. Car oui, Cédric, dans les années 60, Hunebelle va mener en parallèle deux grosses franchises, OSS 117 d'un côté et Fantomas de l'autre. Donc en 1963, sort à grands frais OSS 117 se déchaîne, qui n'est pas sans rappeler Fantomas se déchaîne, qui lui sortira en 65. Fantomas n'est pas mort. OSS 117 se déchaîne fort de ses 2,3 millions de spectateurs en France, ouvre la brèche des adaptations ciné, et suivront dès 64, c'est-à-dire l'année suivante, Banco à Bangkok pour OSS 117. Donc les deux, OSS 117 se déchaîne et Banco à Bangkok, c'est avec Kerwin Matthews dans le rôle titre. Puis on a Furia à Bahia pour OSS 117 en 65 et À tout cœur à Tokyo pour OSS 117 en 1966, où là c'est Frédéric Stafford qui remplace Kerwin Matthews, car ce dernier devenait un petit peu trop gourmand en salaire, peut-être l'effet Sean Connery dans James Bond. Kerwin avait des ambitions salariales un petit peu trop évoluées. Et donc du coup, Hunebelle, il lui préféra changer carrément l'acteur pour ce Stafford qui n'est pas du tout un acteur. C'était un représentant en pharmacie que Hunebelle avait rencontré dans un club de vacances alors qu'il prenait des vacances d'été. Et Mylène de Mongeau, sa partenaire dans Furia à Bahia, déclare à propos de Stafford: ce n'est pas du tout un acteur, il est raide comme une potiche, mais c'est un bel homme, très grand et très gentil. Donc autant te dire qu'il y a de la qualité là-bas derrière. Et enfin, en 1968, sort Pas de rose pour OSS 117, cinquième et dernier volet de la saga réalisé par Hunebelle. Et cette fois, c'est John Gavin dans le rôle titre. Alors John Gavin, il aurait dû jouer a posteriori le rôle de James Bond dans Les Diamants sont éternels. Et finalement, c'est Sean Connery qui reprit son rôle à grand coup. Il avait payé super cher Broccoli pour réavoir Sean Connery, le producteur de James Bond. Et d'ailleurs, il avait été super sympa parce qu'il avait quand même honoré le contrat de Gavin. C'est-à-dire que Gavin avait été payé pour ne pas jouer dans Les Diamants sont éternels. Mais rassurez-vous, il a été payé une misère, Gavin, pour ne pas jouer dans Les Diamants sont éternels. Alors que Sean Connery avait été payé un pont d'or pour jouer dans Les Diamants sont éternels. Comme pour Fantomas, de tous les Fantomas, tous les OSS 117 période Hunebelle sont des coproductions franco-italiennes, comme bon nombre de films populaires dans les années 60. On pense au Cornio, à La Grande Vadrouille, etc. Les interprètes, c'est là que ces choses rigolotes, puisque ça va contraster avec Rio ne répond plus, les interprètes ne parlaient pas français, ils sont tous doublés par Jean-Pierre Duclos, qui double également à la même époque Sean Connery. Mais non! Ah oui, c'est cocasse. C'est dingue! En 70, la franchise se poursuit, cette fois au travers d'un film indépendant non seulement de la saga des Hunebelle, mais en plus avec une autre production, OSS 117 pendant les vacances, où c'est Luc Marenda, donc un nouvel acteur, qui reprend le rôle de Hubert. On retiendra que ce film fut partiellement censuré. La scène du bain de minuit fut jugée trop licencieuse par, tiens-toi bien, le ministre des Affaires culturelles, Edmond Michelet, qui exigea une coupure dans la scène. Tu te rends compte, on était à une époque, 1970, où la censure venait directement du ministère de la Culture. L'État se mêlait à la production. Ouais, il était vraiment impliqué, l'État. Le gouvernement. C'est pareil. En 13 ans d'existence cinématographique, OSS 117 aura eu donc droit à 7 films, et Hubert fut incarné par 5 acteurs différents, un Suisse, 2 Américains, un Autrichien et un Français. Et puis c'est la traversée du désert. Le grand vide. En revanche, j'y ai pris toujours beaucoup de plaisir. On ne vote plus. Que se passe-t-il? A tué mon père, tac. Tu vas mourir. Oula, mais vous voulez les tuer tous ou quoi? Mais ça se fait pas. Bon, écoutez, mon petit, Quoi? j'ai fait mon boulot, moi. Mais vous pouvez pas tirer sur tout le monde comme ça. Ah oui. Oui, mais il faut faire attention, on veut pas de violence dans notre podcast. Je peux reprendre? Je commence par qui? Ah, mais il est insupportable ce Non type. mais oh! T'as pas honte? Eh mais calmez-vous, frappez pas Thibaut. Ah, mais ça va pas. Je pense que tu as compris la leçon. Mais Oh là là, bon alors c'est le début d'une longue traversée qui nous mène jusqu'en 2006. Cédric, soit 36 ans après son dernier film, OSS 117 revient et en grande forme sous les traits
et de la personne qui vient de me gifler sous les traits de Jean Dujardin et avec à la réalisation Michel Hazanavicius. Ressuscité, quoi. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Ah oui, vous mangez une biscotte, vous, tranquillou. J'aime me beurrer la biscotte. Mais moi aussi, c'est drôle, ça. Vous en avez une pour moi? Tiens. Merci. Continue, Thibaut, t'arrêtes pas. Là, Hubert Bonisseur de la Batte n'est plus américain d'origine française, mais il est bel et bien un Français travaillant pour les services secrets français. Ah. L'OSS pour Office of Strategic Service, puis la CIA desquelles Hubert dépendait dans les précédentes adaptations, laisse sa place au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE, ancêtre de notre actuel DGSE. Le ton y est beaucoup plus léger et parodique que dans les précédentes adaptations. Jean Dujardin, qui sort alors de l'immense succès de Brice de Nice, brille dans ce rôle. Le rôle d'OSS lui va comme un gant et le Carnet d'espion enregistrera 2,3 millions d'entrées. Ah oui. Dès 2008, une suite intitulée Rio ne répond plus est mise en chantier avec une sortie prévue au printemps 2009. À propos du scénario de ce nouveau film, Hazanavicius déclare « Lorsque vous mettez 2 scénaristes dans un bureau pendant 8 mois et que vous les payez pour dire des conneries, ils disent des conneries. Le problème est d'organiser ces conneries dans une histoire pour faire un scénario et permettre de faire un bon film. » Eh bien, c'est quand même ce qu'ils vont arriver à faire. Doté d'un confortable budget de 22 millions d'euros, alors que le premier pouvait coûter 14 millions. Donc c'est une belle Des inflation, millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 million. La folie. Merci pour cette belle intervention, dis donc. Oh, y a pas de quoi. En tout cas, c'est énorme pour un film français. Énorme. 22 millions de... C'est un blockbuster français. Ouais. Le tournage débute donc en mars 2008. Il a lieu à Paris et au Brésil, notamment à Brasilia, Rio de Janeiro, ainsi qu'à Foz de la Iguaçu. Pardonnez-moi pour la prononciation, c'est dans l'état de Paraná. Les scènes en studio sont réalisées au studio d'Arpajon dans l'Essonne et comme sur le précédent, c'est Michel Hazanavicius qui officie en tant que réalisateur et scénariste aux côtés de Jean-François Alain. Alain, qui a écrit notamment pour Les Guignols de l'Info et Groland, et qui signera par la suite la série Au service de la France, qui est diffusée sur Arte, et qu'on recommande sur Netflix aussi, parce qu'elle est dans le même esprit que OSS. Hein, elle est très bien. Il y a 2 saisons, c'est pépite. Vraiment, la recommandation Popcorn Impact, Au service de la France. Dans cet épisode, donc Rio ne répond plus, les 2 scénaristes qui ont été acclamés pour avoir décalé l'intrigue en 1967, quand le premier se déroulait en 1955. Hubert y paraît alors encore plus ridicule. Les vannes misogynes, les blagues racistes contre les Chinois, les remarques antisémites, tout est bien sûr à prendre, bien entendu, au 2e, voire 3e degré, je dirais même au 10e degré. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Pour ce qui est des cascades, elles sont toujours réalisées sous la direction de Philippe Guéjean. Et il raconte que pour faire des combats qui se rapprochent des films des années 60, eh bien, il faut faire des figures vraiment épurées, moins compliquées qu'aujourd'hui, qui sont presque ridicules. Et ça marche très bien, les scènes de combat sont très drôles d'ailleurs. Quand on revoit un James Bond de l'époque, c'est vrai que les scènes de combat ne sont pas trop travaillées. Enfin, c'est des espèces de grandes baffes, en accéléré, le mec il tombe. C'est pas comme maintenant, c'est clair. Comme dans le précédent opus, certains acteurs choisis pour jouer des étrangers sont réellement étrangers. Ainsi, le Chinois qui conduit OSS 117 au début du film est joué par un Brésilien d'origine asiatique ne parlant pas français. Ça ne s'entend pas. Et qui a dû imiter le français avec l'accent chinois. Ils sont récalcitrants, ces faces de quetch. J'assume pas du tout cette émission. C'est pour ça que on a une prononciation particulière. Claude Brosset, qui jouait Armand, et étant décédé, c'est Pierre Bellemare qui reprend le rôle d'Armand, le supérieur d'OSS 117, et il est d'ailleurs, avec Hubert Bonisseur de la Batte, le seul personnage qui revient du premier volet. Exit tous les autres personnages. Il n'y a plus l'Armina, il n'y a plus la princesse, il n'y a que Armand et OSS qui reviennent. Et d'ailleurs, Pierre Bellemare est mort après, et là il y a un nouvel acteur qui l'a incarné pour le 3, et qui est décédé aussi à son tour. Ah mince! C'est pas vrai. Si. L'acteur des... Ah non, mais c'est un rôle maudit. Une malédiction. Mais c'est le cycle même de la vie. Hein? Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. C'est très beau ce que vous dites, OSS.
Pour recréer l'univers des années 60, l'équipe de Michel Hazanavicius utilise à peu près les mêmes méthodes que pour le premier film, c'est-à-dire l'utilisation de vieux projecteurs, d'effets spéciaux datés, de décors et costumes vraiment fidèles à ceux de l'époque, de mouvements de caméra simplifiés, etc. Ces effets sont réemployés avec brio et même poussés encore plus loin, mais d'autres ont été aussi rajoutés ainsi. Là, on est plus on recrée des ambiances pop, vraiment dans le style des années 60, c'est-à-dire avec des lumières qui viennent, des lumières rouges, des lumières bleues à la Godard, qui viennent un peu de « on ne sait trop d'où ». Enfin, c'est pop, quoi. Et d'ailleurs, dès l'intro, le logo Gaumont, c'est le logo de l'époque. Ouais. Les références dans ce film, comme dans le premier, sont légion. Ici, il y a une référence très poussée à El Santo, le catcheur mexicain, avec ces catcheurs brésiliens là, qui se retrouvent un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'est clair, avec leur masque. On a aussi le style vestimentaire d'Hubert qui correspond à celui de Harper dans Détective privé, incarné par Paul Newman. On a aussi multiples références à L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo, l'affaire Thomas Crown, version Paul Newman justement, pas version Pierce Brosnan, au service secret de Sa Majesté, The Big Lebowski ou encore La mort aux trousses. Jean Dujardin expliquait, afin de créer ce Hubert de 1967... Il me fallait pour ma part oublier le Sean Connery des années 50 et aller vers le Paul Newman des années 60. Le personnage est ainsi beaucoup plus détendu, veste ouverte et main sur les hanches, chewing-gum, la cool attitude. Il garde cependant un côté vieille France un peu suranné. Le personnage a perdu de sa superbe. Il est passé de la belle chemise à la chemisette, aux rayures. Et ce n'est pas la première parodie d'espionnage d'ailleurs qui se situe à Rio au Brésil. On pense à Ramdam à Rio qui était dès 66. Hein. C'est pour dire qu'il y avait il y a Rio a un petit côté daté dès l'époque. Voilà, il y avait également un combat au sommet du Christ Rédempteur. Le casting est aux petits oignons. Aux côtés du Dujardin, on a Pierre Bellemare, on l'a dit, mais on y découvre également Rim Kérissi, dont c'est ici le premier rôle au cinéma, tout comme Alex Lutz. Ah, c'est lui! Exactement. Alors, côté, on retrouve également Laurent Capelluto, qui est aussi bien connu, ou le franco-américain Ken Samuel, qui joue dans Les Tuches. Le Capelluto, ben oui. Capelluto, mais oui. Hein, vous voyez qui c'est, vous, Capelluto? Oui, très bien, je vois Mais très oui. bien, absolument. Après Bérénice Bejo dans Le Carnet d'espion, c'est Louise Monod qui reprend le costume de la OSS 117 Girl, et elle déclare à ce propos... Le style, le maquillage, la couleur des cheveux et aussi les ongles orange m'ont aidé à construire le personnage de Dolores. Elle dit la vérité, c'est la seule qui a un peu de recul sur toutes ses folies, et j'aime toutes mes répliques. Elles ne sautent pas en vrai. Oui, mais voilà, là... Mais en tout cas, bon, elle, on n'a plus trop entendu parler après OSS 117 de Louise Monod. Bah, tout ça, ça fait un bon gratin de personnes en tout cas. Et non pas le gratin de pommes de terre. Ah, ok. C'est le légume. Oui, mais je connais. Vous avez dit gratin. Oui. Donc, gratin de pommes de terre. Je ne comprends pas. Non, désolé. Gratin de pommes de terre, c'est... Bon, je continue à parler du film. Oui, ça devient gênant. Le tournage se déroule sereinement. Hazanavicius dit qu'il respecte quand un acteur ou un technicien cherche à se concentrer sur quelque chose de plus solitaire, de plus intérieur, qui ne force pas tout le monde à faire le con, mais qu'il aime bien quand même quand on fait le con, quand on est détendu. Ah oui. Et qu'il est vrai qu'entre lui, Jean ou le directeur de la photographie ou d'autres chefs de poste, eh ben on est dans la déconnade, ils sont dans le détendu du gland. Ça se ressent. Ouais, c'est pour ça qu'on kiffe le voir, ce film. Exactement, le tournage ressemble à une grosse colo, mais avec comme activité principale de ramener un film, et donc c'est quand même du travail. Je le sais, ça. Hein. Quelques détails, allez, parce que là je sens que tu frémis à l'idée d'avoir quelques détails croustillants. Ah oui, quoi donc? Alors, la maison des services secrets israéliens qui a servi pour le tournage est une maison qui a été construite en réalité par Oscar Niemeyer, qui est donc près de Rio, et les intérieurs ont été recréés en studio. De façon plus générale, il faut savoir que tous les extérieurs ont été tournés au Brésil, donc dans les localités précédemment citées, et que tous les intérieurs ont été tournés en studio à Paris, dans la localité précédemment citée. Bon bah, il est temps de parler de l'impact. Retournons au Popcorn Géant. Est-ce que vous restez avec nous? Comme vous voudrez. Cool. Je peux téléphoner? Ouais, prenez mon téléphone. Merci. Est-ce que vous savez comment ça marche? Il ne tient qu'à vous de m'en laisser explorer une partie. Il faut taper le numéro de téléphone et c'est bon. Je connais cette théorie. Il apprend vite, hein. C'est gentil. Ça sonne. Dolores? C'est moi, Hubert. Bon, le temps de la conversation vrai, d'Hubert, lançons la pub. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut.
Bien, la situation est clarifiée. Quelle situation? Vous venez de donner un sérieux coup de pouce à la France. Je ne l'oublierai pas. Oh, c'est rien. À ce propos, où est-ce que je pourrais trouver une voiture? Là, juste là, il y a une voiture qui aurait d'ailleurs besoin d'un bon coup de polish. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Ouais. Mais restez, on va parler de l'impact. C'est y aller. Vous voulez pas découvrir le box-office du film? S'il y a quelque chose à découvrir, je le découvrirai. Ok. Bon. Ok. Alors Cédric, on va peut-être se pencher maintenant sur les retombées critiques via le Rotten Tomatoes Meter. Entrons donc dans notre popcorn. Alors qu'est-ce que ça dit pour OSS 117 Lost in Rio en américain? Alors, sur Rotten Tomatoes, le site qui référence les critiques de par le monde, ça dit pour le total presse, donc sur 52 avis presse, ça fait 75% d'avis positifs. On parle dans le monde là, on est tomate pas fraîche. Et les audiences sur 3950, c'est très peu. C'est peu, oui. 63% d'avis Pierre. positifs. Popcorn très fier, la popcorn, voilà, Oui. c'est apprécié. C'est pas ouf, hein. Et qu'en dit pas énorme, la mais presse c'est très française? Qu'en disent les cahiers du cinéma, pour ne citer que? Et brillant concept et pure anomalie dans le champ sinistré de la comédie à la française, l'intensité si particulière de S77 est heureusement reproductible, sans limite. Ah. Et Télécinéops, qu'est-ce qu'ils en pensaient? C'est assez rare pour être signalé, voici une suite meilleure que l'original, plus drôle et mieux fichue, malgré un rythme inégal. Et on va finir avec Ouest France. La mise en scène très élaborée de Michel Hazanavicius assure la bonne efficacité d'un divertissement pétillant d'audace malicieuse. Oui, donc la presse est plutôt unanime pour ça saluer quelque chose de bien. Et on l'a dit, une suite meilleure que l'original. Là, et c'est un film qui plaît surtout en France, je pense. Avec Et cet alors, humour. est-ce que ça va se ressentir? Alors, on rappelle que le premier c'était 2,3 millions. Est-ce que ça va se ressentir sur les humains en France, Cédric? Eh bien, je mets une pièce dans la machine à humains. 2,5 millions d'entrées en France d'humains qui ont vu le film. C'est beau. C'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est le 17e. Voilà, c'est le 17e film de l'année. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Ouais. Ça reste mieux que le premier. C'est vrai. Mais on rappelle quand même qu'il a coûté 22 millions d'euros. Est-ce qu'on a du coup des chiffres reportés un petit peu en dollars? Tu voudrais dire que c'est vrai que j'ai pas pris en compte le budget. Alors en dollars, ça a rapporté, donc dans le monde, en tout avec la France inclus, 21 923 000 $. Ouais, on n'est même pas en euros. Donc oui, merde. c'est bien, mais... Ah non, c'est pas rentable. C'est pas rentable, donc... Mince. Est-ce qu'on pouvait pas attendre plus si. de OSS 117, surtout que le premier était vraiment bien. C'est pas un hasard s'il devait bien, c'est parce que la base était déjà très très bien. 2,3 millions. Déjà, pourquoi avons-nous fait une suite à 2,3 millions? Ça, pour des raisons pécuniaires, avec un espoir de faire mieux, c'est pour ça qu'il y avait un plus gros budget. Finalement, moi je dirais que 2,5 millions, c'est quand même un peu limite, quoi. Non, en vrai c'est beaucoup, mais c'est leur budget qui est limite. C'est leur budget qui est beaucoup trop haut, en vrai. Leur budget est très haut, c'est vrai. Écoute, on est face à ce dilemme. On a donc ce film qui a coûté cher et qui a rapporté 2,5 millions d'entrées. Certainement parce qu'il avait été prévendu. Déjà, il avait été remboursé. Certainement qu'il était déjà rentable avant même de sortir via des préachats de chaînes. Et c'est peut-être pour ça que ça a quand même bien marché. Et c'est peut-être pour ça que ça fait la mise en chantier d'un OSS 117.3. Parce que bon, on vous apprend rien. Alerte rouge en Afrique noire sortira cette année. Alors, le mois de sa sortie est très flottant, mais ça va sortir cette année, le 3. Mais sur Salto, peut-être. ça serait dommage. Mais bon, la rentabilité du produit, du film, est un petit peu... C'est pas rentable. Ouais. C'est un beau succès, mais c'est pas rentable parce que ça a coûté trop cher, voilà. C'est tout. Hein. C'est n'importe quoi. Et cet OSS 117.3 qui va finalement sortir 12 ans après le 2 et qui ne sera plus réalisé par Michel Hazanavicius, mais par Nicolas Bedos. Donc on va voir si on va retrouver la bande. Je crois que Bedos est quand même partie de la bande à Dujardin. C'est des bons potes de base. Et le film que j'ai vu, La Belle Époque et tout, c'était pas mal. Oui. Donc voilà. C'est Jean-François Alain qui est au scénario encore. Donc il y a une continuité donc ça c'est bien aussi. Scénaristique. Donc bon, on va voir ça quand ça sortira. Sinon, Back in Time, suite au succès de ce Rio ne répond plus, Jean Dujardin a continué son irrésistible ascension avec des films comme Lucky Luke, bien que ce soit pas son plus gros film. 1,8 million est quand même Lucky Luke, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. C'est la marque qui a attiré.
Le bruit des glaçons aux côtés de Albert Dupontel, un balcon sur la mer, puis la consécration artiste qui a ouvert la porte avec son Oscar à la période un peu US avec Monument Men de George Clooney, Le Loup de Wall Street et plus récemment le J'accuse de Polanski l'année dernière, pour lequel il a été nommé au César du meilleur acteur, César qu'il n'avait pas eu pour The Artist au profit d'Omar Sy. Cérémonie des Césars très tendue, oui. Il n'y avait aucun malaise du tout. Non, tout pas de malaise. Bon. Quant à Michel Hazanavicius, lui, il a réalisé après Rien ne répond plus The Artist, Oscar du meilleur réalisateur, et puis il a réalisé The Search, qui n'a pas fait beaucoup de succès, et encore c'était un film anglophone, donc peut-être que ça pouvait s'expliquer par une distribution peut-être un petit peu délicate en France, un sujet qui n'était pas franco-français, dans une langue qui n'était pas française. Ça pouvait s'expliquer. Par contre, Le Redoutable, un film français qui parle donc de Jean-Luc Godard, avec Louis Garrel dans le rôle titre, gros budget, mais quand même échec. C'est quand même assez niche comme film. Avec les... Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Après, il a fait Le Prince oublié avec Omar Sy. C'est vrai. Là, qui était un film plus ambitieux encore. Il y avait un gros budget, des gros effets spéciaux. Ça fait 1 million, ça marche pas. Les seuls films de Hazanavicius qui marchent, c'est finalement les OSS. C'est la période du jardin. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il a une réalisation très propre, très bonne. Il est très bon. Mais ça se voit au box-office et il mérite mieux, ce monsieur. Voilà. Donc, dommage. Donc, en tout cas, Hazanavicius et Dujardin, ça cartonne. Hazanavicius sans Dujardin, ça cartonne moins. Dujardin sans Hazanavicius, ça cartonne quand même. Ça va quand même. Et on va voir OSS avec Dujardin et sans Hazanavicius. Et Bedos, qu'est-ce que ça va donner. C'est qui? On se connaît, non? Bah oui, on est Thibaut et Cédric, on a fait une émission ensemble. Enchanté. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Et quelle question? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah on fait notre émission. Hello, motherfucker. Oula. Bill. Oh, c'est le méchant américain, Thibaut. Faisons profil bas. Que se passe-t-il, Bill? Attention, Bill, derrière toi, un chinois. Mais t'as quel âge, Hubert? Oh. Il y a tout et mon frère dans le taxi. Ah mais c'est dingue ce qui se passe, Thibaut. C'est super dangereux. Posez votre arme, OSS 117. Mais elle sort d'où, elle? Voilà. Carlotta, il est encore temps de faire machine arrière. La meuf est dead. Vous êtes pas un peu dangereux quand même? Tu n'es pas mort? Non. Bah non, il est pas mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Bah non, moi non plus. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. Bah non, encore heureux que je suis vivant. D'ailleurs, je pensais que tu étais mort. Oui, j'avais compris. Bon, est-ce qu'on peut arrêter là? Bien. J'y vais. Vous faites quoi, vous? Bah on va partir dans un autre film. Hein, ouais. Bonne nuit, les gars. Oui, bonne nuit. Bon. Eh ben Cédric, on a failli se faire tuer. Pourtant, c'est moi qui avais choisi le film. Ouais, pour une fois, c'est toi qui nous mets en danger. Bah oui, alors je comprends pas. OSS 117, c'était pas censé être dangereux. Non, mais c'est dangereux. Le popcorn du danger ne répond plus. Il fait bien son métier, on va dire. Oui. Bon ben merci pour toutes ces informations, pour tout ce récapitulatif de OSS. J'ai découvert un paquet de trucs là, les livres, OSS, 255 livres, tu te rends compte? C'est énorme, c'est gigantesque. Ça coûte cher. Et en euros, ça fait combien 255 livres? 300 euros? Ça fait beaucoup. Merci Cédric. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn Impact.